14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Ces derniers temps, on parle de plus en plus souvent du clitoris, ce qui, sans nul doute, a fait progresser la sexualité féminine et leur capacité à se connaître et à avoir une sexualité plus épanouie. Mais il y a un autre élément clé dans l'anatomie féminine et qui est encore trop souvent occulté, et il faudra peut-être bien 2 heures d'antenne pour que le sujet ne soit plus méconnu. En effet, c'est en compagnie de Bruno Deval, gynécologue, que nous allons évoquer le périnée. Vous savez, ce plancher qui est mis à rude épreuve tout au long de la vie des femmes, notamment évidemment lors des grossesses et des accouchements. Mais il n'y a pas de fatalité à condition de comprendre son utilité, notamment dans le bon fonctionnement sexuel. Certes, on parle de plus en plus de la rééducation après un accouchement, mais peut-être n'insiste-t-on pas assez sur son rôle lors du rapport sexuel. Si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de parler de votre périnée ou si vous avez des questions à poser, eh bien vous n'hésitez pas, vous venez nous rejoindre en composant le 0826 300 300. Bonjour Bruno Deval. Bonjour. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Vous avez écrit ce livre, Le périnée féminin, aux éditions du Rocher, parce que les hommes aussi ont un périnée. Mais on comprend tout de suite que pour les hommes, quand on sait où se situe le périnée, c'est-à-dire entre nos jambes, entre l'anus et les organes génitaux, on comprend tout de suite que pour les hommes c'est moins compliqué parce qu'il y a moins de trousses, pour parler très crûment. Bon, le périnée, c'est effectivement ce qui se situe entre les jambes. Le périnée féminin, comme vous l'avez dit, est un petit peu plus complexe parce que c'est le périnée qui va soutenir les éléments pelviens, c'est-à-dire la vessie en avant, l'utérus, le rectum. Et c'est le périnée c'est sur le périnée que vont se situer les organes génitaux externes féminins, c'est-à-dire le clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres, le vagin, le canal anal avec son sphincter, l'urètre, c'est-à-dire le conduit qui va de la vessie à l'extérieur, avec son sphincter urétral. Donc tout ça, ça fait un ensemble. Le périnée, on l'assimile souvent à un muscle. Mais c'est pas forcément qu'un muscle. Le terme plancher souvent est utilisé bien. aussi. Ça c'est bien. Plancher pelvien. Donc c'est très important que le plancher soit solide parce que quand le plancher n'est pas solide, inévitablement la maison s'effondre. La maison s'effondre. Voilà, exactement. Donc ce qui est intéressant dans le périnée, c'est que malheureusement, nous sommes en 2022 et on n'arrive pas à en parler du périnée. Je vais vous citer une anecdote. J'étais à une signature dans une ville de province il n'y a pas très longtemps. Et les dames passaient devant la table de la signature. Devant votre livre, donc. C'est ça, elles le regardaient, elles n'osaient pas l'ouvrir. Et paraît-il, dès que je suis parti, elles se sont précipitées pour l'acheter, sans me poser la moindre question, parce qu'elles n'osaient pas, dans cette ville, qui est une petite ville de province, ouvrir le livre, me poser des questions sur le périnée, de peur qu'on ça voudrait dire que dans l'esprit de ces femmes, le périnée, c'est quand même très lié au sexe, je suppose. Pas forcément. Non ? Le périnée, ça peut être honteux aussi. D'accord. Le périnée, ça peut être parce qu'on a des fuites urinaires, parce qu'on a une descente d'organes, parce qu'on a une incontinence anale. C'est un peu ce que j'ai trouvé déprimant en lisant votre livre, Bruno Deval, parce que quand vous annoncez tout ce qui peut arriver quand le périnée ne fonctionne plus, et le nombre de femmes qui sont... c'est une femme sur 4 dans la population générale. C'est énorme, femme sur 4 qui a des problèmes d'incontinence, que ce soit urinaire ou anal. Ou anal. 10% de la population générale, ou de descente d'organes ou de hernie génitale, 5% de la population générale. Mais c'est pas seulement ça, le périnée. Le périnée aussi, c'est le plaisir. Oui, et c'est peut-être aussi sur ce point-là qu'on va insister dans cette émission. Enfin, on verra en fonction des témoignages. Bien sûr, je vous invite, mesdames, à venir parler de votre périnée, même si vous ne savez pas de quoi on parle. Eh bien, on va vous éclairer. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'évidemment, la grossesse, l'accouchement mettent à mal ce plancher. Oui, il faut savoir le prévenir lorsqu'il y a des événements qui viennent garnir la vie périnéale, c'est-à-dire les grossesses, les accouchements, l'avancée en âge, la découverte de la sexualité. Il faut connaître son périnée. Pour connaître son périnée, il faut faire des gestes simples
de rééducation du périnée, de contraction du périnée, le gainage par exemple. Le gainage, c'est très bien, parce que ça permet de contracter 11 chefs musculaires, dont les muscles périnéaux. Faire des abdominaux, c'est très bien, parce que quand vous faites des abdominaux, en même temps, vous travaillez vos muscles du périnée en profondeur, profond et du périnée superficiel. Et tout ça, ça participe à la prévention de pathologies périnéales. Plus vous travaillez votre périnée, moins vous aurez de soucis périnéaux. De soucis pelvis périnéaux. Et donc vous pourrez avoir une vie normale jusqu'à très tard, oui. Parce que c'est ça qui est problématique. On peut imaginer qu'une femme qui a des fuites urinaires, sa sexualité, elle a plus très envie de... Exactement. Par exemple. Exactement. Et alors, ce qu'on ne dit peut-être pas assez, je ne sais pas si vous connaissez Bernadette de Gasquet, qui fait beaucoup pour les femmes et pour notamment le périnée, elle dit que par exemple tous les sports de saut, etc., sont très mauvais pour des jeunes filles parce que ça me fragilise trop vite déjà le périnée. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, il y a un chapitre sport et périnée. Il y a 2 types de sports. Il y a le sport de haut niveau et le sport de masse. Vous savez, vous promenez dans les rues de Paris ou vous... Marcher, ça va, c'est bon. Marcher, ça va. Mais quand vous promenez dans les rues de Paris, vous avez des tonnes de femmes qui courent. Et effectivement, la course, les sports à coups, c'est des événements qui peuvent fragiliser le périnée. Il se trouve qu'à l'INSEP, je suis assez ami avec Carole Mestre, qui est la gynécologue des sportives de haut niveau. Et lorsqu'on pose les questions aux sportives, on leur dit: est-ce que vous avez des fuites pendant vos activités de judo, de trampoline, d'athlétisme? Elles disent: ah non, je n'ai pas de fuite. Mais quand on leur donne un questionnaire, un auto-questionnaire qu'elles remplissent, on retrouve que 80% des sportifs de haut niveau ont des fuites urinaires au cours de l'entraînement ou au cours de la compétition. Il faut savoir... Alors qu'elles sont encore assez jeunes. Exactement, alors qu'elles n'ont pas de facteur de risque. Et en fait, lorsqu'elles abandonnent la compétition, elles abandonnent le risque d'hyperpression, donc le symptôme d'incontinence urinaire. Et le seul facteur de risque que l'on retrouve à 10 ans, 20 ans, chez les patientes ou chez les femmes qui ont participé aux Jeux Olympiques, c'est la prise de poids. Donc, il ne faut pas qu'elles prennent du poids. Il faut que lorsqu'elles font de la compétition... Et d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, les ennemis du périnée, c'est l'obésité, l'alcool et la cigarette. Oui, c'est la surcharge pondérale. La surcharge pondérale, c'est pas très très bon. C'est surtout aussi les variations pondérales. Lorsqu'une patiente est opérée, on lui dit surtout ne faites pas de variations pondérales, c'est-à-dire ne maigrissez pas trop ou ne grossissez pas trop. Vous êtes à 90 kg pour 1m70, peu importe, restez à ce poids-là, c'est très bien. D'accord. Le fait de maigrir quand on est petit peu forte, c'est pas bon non plus. Non. D'accord. Et alors, évidemment, on peut comprendre aussi que si on n'a pas un périnée qui fonctionne bien, ou si on n'est pas consciente de son périnée, la sexualité n'est pas forcément non plus très consciente. Enfin... Alors, là, je voudrais préciser quelque chose. Dans tous les sites, vous trouvez des informations selon lesquelles, si vous n'avez pas un périnée fort ou en béton, votre sexualité est altérée. La sexualité de la femme, mais non, c'est faux. Parce que la sexualité de la femme, c'est 4 choses: le désir, l'excitation, l'orgasme et le bien-être. Et il se trouve que les femmes qui ont des descentes d'organes, des troubles de la statique pelvienne, lorsqu'on leur pose la question: est-ce que vous avez une sexualité altérée? Alors peut-être qu'elles n'osent pas, mais elles nous répondent: non, tout va bien. Elles peuvent avoir une sexualité. Donc, c'est pas parce que vous avez un périnée qui est un peu fatigué que vous ne pouvez pas avoir une sexualité épanouie. Oui, et puis on sait que, enfin vous dites, encore une fois, je crois qu'il y a 30 ou 40% de femmes qui ont des problèmes de désir, et ça on le sait, c'est pas forcément à cause de leur périnée. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais peut-être que de prendre conscience de cette partie particulière de notre anatomie, ça nous fait aussi être plus en paix avec notre corps, plus en lien avec notre corps, et notamment avec le vagin, parce que moi, j'ai toujours pensé que les boules de geisha, les œufs vibrants, tout ça, c'est des choses qui permettent c'est très bien. de mieux comprendre comment fonctionne justement le vagin et le périnée. Oui, mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Les boules de geisha sont utilisées par des rééducateurs. Les boules de geisha
sont comme des cônes en fait. Les patientes prennent conscience qu'elles ont au niveau des releveurs qui entourent, c'est du diaphragme urogénital, des releveurs qui entourent le vagin, qu'elles ont quelque chose dans le vagin et elles apprennent à serrer ce qui est dans le vagin. Alors à ce propos, il y a plusieurs types de rééducation. Il y a des rééducations qui sont actives où la patiente va serrer, c'est elle-même qui va serrer, et il y a des rééducations passives où elle va avoir soit de l'électrostimulation, soit elle va aller sur des chaises électromagnétiques. Donc ces deux types de rééducation sont mises en place par des rééducateurs, kinésithérapeutes ou des sages-femmes, voire même des ostéopathes. Donc il faut travailler son périnée. Il y a des solutions et c'est tout ça qu'on va évoquer durant ces 2 heures. Bruno Deval, le périnée féminin, c'est votre livre que vous avez sorti aux éditions du Rocher. C'est un peu votre combat ou est-ce que c'est parce que quelque part vous rencontrez tellement de femmes qui ont des problèmes que vous vous êtes dit il faut absolument maintenant que j'informe le lecteur? C'était important d'informer. C'est pas mon combat, parce que mon combat c'est de guérir les femmes qui sont malades. Donc à Geoffroy-Saint-Hilaire, là où on travaille, on opère des femmes qui ont des cancers, on opère des femmes qui ont des troubles fonctionnels. Ça fait longtemps que je m'intéresse aux troubles de la statique pelvie-périnéale de la femme. Là actuellement, on a même une unité de transidentitaire où on va travailler sur le périnée, on transforme les périnées masculins en périnées féminins et les périnées féminins en périnées masculins. Donc tout ça, c'est la reconstruction, c'est la chirurgie de reconstruction. Et l'important pour moi, c'était de témoigner. Suivant ce qui est publié dans les revues scientifiques, avec des mots simples, ça n'a pas été simple d'utiliser des mots simples, et pour que l'information soit la bonne information. Et c'était important pour moi de vulgariser, enfin j'aime pas trop ce mot, mais d'étendre l'information, qui soit une information de qualité aux patientes qui ont des soucis. Oui, il y a des dessins d'ailleurs dans le livre pour bien expliquer certaines choses. Et c'est vrai que ce qui est peut-être important aussi, c'est de temps en temps qu'il y a des livres qui sortent, parce que c'est vrai que ce qu'on peut trouver parfois sur Internet, il y a de tout. Il y a du bien, puis il y a parfois des informations qui ne sont pas toujours justes. Oui, mais là, c'est des informations qui sont soutenues par des revues scientifiques et mises à jour pour le tout venant, pour la population générale. Bon, en tout cas, vous avez, je crois, vraiment enfin, je ne vois pas ce que vous auriez oublié sur le périnée. C'est un livre complet sur le sujet. Merci. Et durant ces 2 heures, on va éclairer un petit peu tous ceux qui nous écoutent et qui en sauront forcément un petit peu plus à 16 heures. Dans un instant, c'est Lali, justement, qui a découvert son périnée, qui a envie de nous en parler. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Bruno Deval, gynécologue, obstétricien, cancérologue et auteur de ce livre, Le périnée féminin, que justement nous en parlons durant ces 2 heures du périnée. C'est avec Lali que nous allons commencer. Bonjour Lali. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc c'est quand vous étiez enceinte que vous avez entendu parler de la première fois de votre périnée, c'est ça ? Tout à fait. En fait, lorsque j'ai rencontré donc la sage-femme pour ma première grossesse, elle m'a expliqué l'intérêt que j'avais sûrement par la suite, après mon accouchement, de faire des séances de rééducation du périnée. Et du coup, je me suis intéressée effectivement, même durant la grossesse, à masser, etc., mon périnée, parce que je ne pensais pas que ce soit important. Et là, j'en ai pris conscience. Voilà, donc j'ai eu ma première grossesse, mon premier enfant, j'ai fait des séances de rééducation. Alors vous aviez quel âge à ce moment-là ? Alors moi j'avais 35 ans. C'est fou, 35 ans, donc on voit bien, les femmes ne connaissent pas, n'ont jamais encore entendu parler du périnée. Complètement. Notamment effectivement de l'importance de le contracter, décontracter, etc. Moi c'était des choses, même durant mes rapports, c'était pas quelque chose où j'y faisais du tout attention, quoi. Et par la suite, après avoir eu cette rééducation, j'ai commencé effectivement à conscientiser mon périnée, d'où le fait que, effectivement, c'était pour moi beaucoup plus épanouissant même durant mes rapports. Et puis, lors de ma deuxième grossesse, j'ai à nouveau travaillé le massage et j'ai fait la rééducation à l'issue de la seconde grossesse.
Est-ce que vous avez, bonjour Lali, est-ce que vous avez fait votre rééducation en cours de grossesse? Là, en fait, il n'y avait pas une véritable rééducation, il y avait juste des massages qui m'étaient préconisés par ma sage-femme. Ah, c'est bien ça. Est-ce que vous avez eu une épisiotomie? Alors, très peu, oui. J'ai eu que 2 points. Ah, c'est bien. Donc, vous n'avez pas été coupé, le périnée superficiel n'a pas été coupé pour le passage du bébé? Pas du tout. Ah, bah c'est bien ça. Voilà. Pour le premier bébé, juste une toute petite épisio, 2 petits points. Et le deuxième, il n'y en a pas eu du tout. Et ça, vous l'attribuez au fait que pendant votre grossesse, vous avez préparé votre périnée, vous l'avez massé. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait en pratique? En fait, elle m'avait enseigné avec les mains, donc avec les 2 doigts, l'index et le majeur, de masser la partie à l'intérieur de mon vagin, en fait, hein, la partie première. Sur la face postérieure de la vulve, en fait. C'est-à-dire que vous mettiez les doigts sur la face postérieure de la vulve et avec de l'huile, vous passiez vos doigts pour assouplir le périnée superficiel pour qu'il n'y ait pas justement d'accident à l'expulsion du nouveau-né. Voilà. C'est bien ça, voilà. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et vous parliez dans le vagin aussi? Alors oui, moi je mettais également mes doigts un petit peu à l'intérieur. Oui. Et effectivement, sur les côtés, je massais également. Ben, c'est très bien. Ben, voilà, parfait. Voilà. Et ça, c'est grâce à une sage-femme. Hein, bravo. Complètement. Bravo, complètement. Vous pouvez la remercier, hein, Lali. Tout à fait. Tout à fait, c'est grâce à elle. Ça, c'est sûr, je ne l'avais lu. Et vous pensez, justement, quand on entend le témoignage de Lali, formidable, hein, elle a réussi à accoucher sans une épisiotomie trop mutilante. Vous pensez, Bruno Deval, que ce serait grâce à ces massages? Clairement, parce qu'il y a... Moi, ça m'énerve quand j'entends des choses pareilles, parce qu'on ne pourrait pas prévenir toutes les femmes, non? Mais c'est ce qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a une évidence scientifique avec des groupes de femmes qui se massent et des groupes de femmes qui ne se massent pas. Et celles qui se massent n'ont pas de lésions, celles qui se massent pas ont des lésions. Ça, c'est une vraie évidence scientifique. Donc la recommandation, c'est pendant les grossesses, premièrement, il faut se masser le périnée, et deuxièmement, il faut faire des séances de rééducation. À partir de la 32e semaine... Peut-être que le partenaire peut masser aussi. Mais bien évidemment, allons-y. Allons-y. Et donc, à partir de la 32e semaine, il faut faire 3-4 séances de rééducation périnéale du périnée profond pour que les femmes apprennent à contracter leur périnée en cours de grossesse. De cette façon-là, au décours de la grossesse, après l'accouchement, elles auront moins de problèmes de troubles de la statique pelvipérinéale. Et en plus, j'imagine, Lalix, c'est plus facile d'accoucher si en effet tout ça est un peu plus souple. Exactement. Oui, je le suppose, pardon. Oui, allez-y, Lali, vous êtes avec nous. Et donc, sur le plan de votre sexualité aujourd'hui, alors j'imagine aussi qu'il y a eu un avant et un après. Complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je contracte des choses que je faisais peut-être sans conscience. Aujourd'hui, je le fais en conscience parce que j'ai du plaisir. Et je sais que pour moi, ça me procure... oui. Vous voulez dire que vous ressentez mieux le pénis de votre compagnon? Complètement. Et lui doit apprécier aussi ces sortes de massages vaginaux que vous lui faites quand vous faites l'amour? Complètement. C'est vrai qu'il le ressent aussi. Et du coup, mais ça aussi, je le dois à toute cette conscientisation en fait liée à ces massages, à cette rééducation. Voilà. À une partie de mon corps dont je ne prenais pas soin et où j'ai compris que il était important dans Alors, on ne peut pas dire que vous ne preniez pas soin, mais en tout cas, vous n'étiez pas... Bon, de toute façon, vous n'étiez pas informé, encore une fois. Je ne vois pas tellement où et quand on informerait les femmes qu'elles ont un périnée. Alors, ça commence quand même un petit peu à se dire, mais c'est pas... on pourrait, hein, d'ailleurs, pendant les cours de gymnastique, par exemple... Bien sûr, mais c'est fait, non? Non, c'est pas fait. Non, ça m'étonnerait que ce soit fait. Et quant au cours d'éducation sexuelle, c'est certainement pas non plus. Hein. Alors, je voudrais simplement revenir sur l'épisiotomie. Vous savez que Lali, avant, l'épisiotomie était systématique pour les primipares dans certaines maternités. Et maintenant, lorsque l'on fait une épisiotomie à une patiente qui va accoucher, on lui demande la permission. On lui dit, est-ce que vous permettez que je fasse une épisiotomie, parce que c'est à la discrétion quand même de l'obstétricien, de l'accoucheur, et avec l'accord de la patiente.
Mais pour l'épisiotomie, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Il faut pas être pour à 100% ni contre à 100%, j'imagine. Eh bien, il y a certains qui sont contre à 100%. Oui, je sais, non, mais ça, parce que l'épisiotomie... Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se révoltent justement contre l'épisiotomie. Mais il faut attention, parfois elle est nécessaire. Oui, bien sûr. Ah oui. C'est à la discrétion de l'obstétricien qui voit le périnée souffrir. À ce moment-là, il fait son épisiotomie pour élargir la surface d'expulsion. Mais il faut demander à la patiente, il faut lui dire, voilà, est-ce que vous acceptez le fait que l'on fasse une épisiotomie? Il faut savoir que l'épisiotomie ne protège pas de l'incontinence urinaire et de l'incontinence anale. C'est pour ça que l'épisiotomie n'est plus systématique et que l'on prévient le périnée des patientes avec le massage périnéal, comme le dit Lali, en cours de grossesse et la rééducation périnéale en cours de grossesse. Ben écoutez, merci Lali, parce que c'est bien de démarrer avec un témoignage aussi positif sur le périnée. Merci beaucoup d'avoir pris la parole et de nous avoir raconté votre parcours. Espérons qu'il y a d'autres femmes qui ont ce même parcours. On va faire une petite pause et puis nous allons retrouver notre Sexy News, Philippe Breneau, néosexe. De quoi nous parle-t-il encore, Philippe ? Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Deval, nous accueillons notre psychiatre, anthropologue, sexologue, écrivain. Philippe Breneau, faut arrêter, la liste est trop longue là. Merci Brigitte. Oui, non, elle n'est pas longue, ma liste est toujours la même. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Alors, néosexe. Néosexe, de quoi? Oui, néosexe, j'ai mis ce terme, cette espèce de néologisme, parce que je voudrais revenir aujourd'hui sur les nouveautés en amour, qui la plupart du temps n'en sont pas, car comment y aurait-il chaque année des nouveautés en matière de sexe, en matière d'amour, à moins de transgresser les limites de la morale, de la résistance physique, de la soumission mentale. Pourtant, on peut être étonné à chaque saison de l'amour, eh bien les chroniqueuses, les chroniqueurs que nous sommes, et aujourd'hui il y a des influenceurs, ils tentent d'imposer des nouveautés. Qui en fait n'en sont pas réellement, c'est ça que vous êtes en train de mais que vous allez nous démontrer, j'imagine. C'est très souvent des redites, pas forcément, mais c'est vrai. En relisant quelques chroniques, j'ai été très étonné des chroniques par-ci, par-là, qu'elles soient radio, qu'elles soient journalistiques, papier. J'ai remarqué une réflexion qui revient souvent. On ne fait évidemment pas l'amour comme au siècle passé. Alors, surprise pour ceux, Brigitte, nous avons aussi vécu le siècle passé. Ceux qui ont vécu le siècle passé, ça surprend. Oui, il existe de nouvelles technologies, des représentations différentes de l'amour, sûrement une plus grande liberté, tant mieux. Mais l'amour libéré n'est pas très différent au fil des années. Il a certainement aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'épanouissement de chacun, quelle que soit l'orientation. J'en suis même pas certaine. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être pas. Si, tout de même, il y a beaucoup plus de facilité à la rencontre, de la multiplication des partenaires permet sûrement... Oui, il y a plus de... en général, oui, dans les dernières enquêtes, surtout les femmes d'ailleurs ont eu plus de partenaires. Mais vous savez que la dernière enquête prouve que les gens font moins l'amour. Hein. Oui, ça c'est encore une nouvelle tendance. Mais les pratiques et la jouissance sont certainement assez similaires depuis des siècles. Alors, on va pas parler, je vais pas vous parler de position, sûrement que l'usage le plus important des sextoys a modifié les choses récemment. Mais là, je voudrais vous parler de 3 innovations. Peut-être que certainement vous connaissez, Brigitte. Oh non. La première, moi aussi, vous reconnaissez tout. La première, c'est le soutien-gorge amoureux. Vous le connaissez certainement, Brigitte, c'est le True Love Bra. C'est ce soutien-gorge de l'amour vrai, inventé en 2014. Non, mais je ne connais pas. Racontez-moi. Non, je ne connais pas. Allez-y, Philippe. Inventé par une société japonaise de lingerie, c'est un soutien-gorge intelligent qui détecte le véritable amour, True Love. Il ne peut s'ouvrir ou se fermer qu'en fonction des sentiments. Il y a une petite puce dans l'un des 2 bonnets qui va ouvrir, c'est-à-dire c'est couplé à une application téléphonique. Ce soutien-gorge peut reconnaître divers types d'excitation amoureuse en fonction des variations du rythme cardiaque. Alors en fait, ce sous-vêtement fonctionne comme
une sorte de moderne ceinture de chasteté. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Je me disais, non, finalement, je vais garder mon vieux soutien-gorge. Vous allez voir je ne fais pas confiance. Exactement, vous allez voir. On dirait une sorte de ceinture de chasteté qui ne s'ouvre qu'en présence de l'amour véritable. C'est une belle invention. Cependant, j'ai cherché sur le net, il y a quelques avis négatifs. Vous m'étonnez. Vous allez voir. Le manque de sélectivité de l'appareil, qui se déclenche parfois en courant pour attraper un bus. Il y a une internaute qui le dit. Ou Amoureuse du bus, donc. Amoureuse du bus. Ou qui se déclenche devant un film d'horreur ayant provoqué l'accélération du rythme cardiaque. Donc, c'est une fausse bonne idée. Ça, c'était le premier. La deuxième nouveauté, Brigitte, ça vous la connaissez parce que c'est à la fois, ça a été développé très récemment, mais c'est connu un petit peu auparavant. C'est la cage à bites, la cage de chasteté. Oui, ça je connais. Oui. Mais qui s'est beaucoup développée. Mais je vous rassure, je ne l'ai pas encore utilisé sur aucun homme. Eh bien, je vais vous dire que moi, je ne l'ai pas utilisé non plus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et ceux et celles, c'est un dispositif en acier inoxydable destiné à emprisonner le pénis et parfois les testicules pour rendre toute érection impossible, mais aussi toute pénétration ou masturbation. En général, c'est pratiqué dans les pratiques SM. C'est essentiellement dans le BDSM. C'est assez laid d'ailleurs comme objet, franchement. La cage. Vous l'avez jamais vu, Bruno Deval? Vous regarderez. Alors la cage est verrouillée, cher Bruno. Elle est verrouillée par un cadenas dont la clé est détenue, bien sûr, par le dominant. Mais il ne faut pas la perdre, la clé. Il ne faut pas perdre la clé. Mais alors, comment on fait pour les mictions avec ce machin-là? Là, il n'y a pas de problème, parce que la cage à bites, elle est ouverte, on doit pouvoir uriner à travers, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Mais on peut pas bander, quoi, en fait. Ah non, c'est terminé, là. Là, c'est parce c'est qu'en clos. fait, ce que l'on recherche, c'est des réactions physiques ou mentales intenses, excitation permanente contrainte, c'est-à-dire on va avoir une érection à l'intérieur de la cage à bites, manque physique intense, manque de relations sexuelles, besoin de contact. Je ne sais pas pourquoi je pense à la chanson de Perret, La cage aux oiseaux. Ah, la cage de Perret, c'était les petits oiseaux, quand même, c'est pas pareil. Oui, mais il fallait l'ouvrir, la cage. C'est pour ça que et puis le zizi a quand même été appelé le petit oiseau. Eh oui, c'est pour ça. Vous voyez bien. Alors, je voudrais vous préciser, Brigitte, parce que je vois qu'il manque un petit peu de détails. Et je vous le donne en mille. Il y a une extension, une cage à bites particulière qui existe en modèle électrique, munie d'électrodes amovibles discrètes pour stimulation du pénis par le dominant. C'est quand même compliqué. Ah mais ça doit faire mal, ça, non? Enfin, je sais pas. Ouais. C'est fait pour. Non, pas forcément. Donc ça fait mal ou ça fait pas mal? Ça fait mal ou pas? J'imagine, puisque c'est fait pour. Ah, c'est fait pour faire mal. Ah oui, d'accord. Bien sûr, on est dans le BDSM. Alors, je voudrais vous conclure sur quelque chose qui permet d'apaiser les fortes excitations. Et alors, je vous propose une crème qui est commercialisée depuis peu. C'est la crème, ça s'appelle la crème après fessée. Alors, c'est une crème américaine, ça s'appelle Girls Don't Cry. Les filles, ne pleurez pas. C'est évidemment, c'est pas une formule révolutionnaire, mais le seul nom sur l'emballage lui confère la vertu apaisante d'un baume sensuel, puisqu'il vient de clore une partie de BDSM, ou alors, moi je le dis d'ailleurs aux auditrices, aux auditeurs, le BDSM soft qui est tout à fait licite, de la fessée érotique à la main, au fouet de satin, à la baguette douce. Et à ce moment-là, c'est vrai que la crème après fessée peut être une délicieuse conclusion d'un moment érotique. Voilà, Brigitte, mes 3 innovations d'aujourd'hui. Je vous les laisse, Philippe Bruno. Je vous les laisse. Je vais rester finalement très, très classique. Ça m'ira très bien. Même la crème après fessée. Oui. Je l'ai déjà dit à l'antenne, je déteste les fessées, moi. C'est pas la peine d'essayer. Je peux vous poser une question? Oui, avec plaisir, Bruno. Alors, est-ce que souvent on revient sur cette question, est-ce que c'était mieux avant? Je crois que non. J'ai toujours entendu, vous connaissez cette phrase, j'ai toujours entendu mon grand-père dire ça avant, pour quoi que ce soit. Non, moi je crois qu'on évolue. D'abord, il n'y a pas trop d'innovation. Deuxièmement, peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de beaucoup de choses. L'intérêt, c'est de pouvoir les relativiser, parce que là, dans les 2 dernières en tout cas, on est proche du BDSM, mais dans l'érotisme habituel, non, c'était pas mieux avant.
Et même, on a perdu un petit peu la dimension de l'érotisme qui est difficile à séparer aujourd'hui de la pornographie. Donc, c'était pas forcément mieux avant, non. Non, je pense même que il y avait cette excitation de la transgression avant qui peut-être était pas si mal, hein, finalement. Donc c'était mieux avant. Non, j'ai pas dit ça non plus, mais il y avait des choses qui étaient mieux avant et des choses qui sont peut-être mieux maintenant. Bon, peut-être que la liberté et le fait qu'on parle de beaucoup de choses, ça permet à chacun de trouver peut-être son érotisme ou sa... Alors moi je pense aussi qu'il y a des vagues de mode, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mode, et puis des recherches d'innovation. Peut-être que la prochaine innovation, ça va être dans le corps caché, dans la restriction qui donnait l'érotisme, c'est-à-dire que, en fait, vous voulez que les femmes se voilent? Dites donc. Se voilent le sexe, peut-être. Déjà, laissons-les repousser leurs poils, déjà. Oui. Hein, ce sera déjà pas mal. Venir, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a une mode sans poils, et la mode poil va revenir. Enfin, c'est une sorte de va-et-vient continu, finalement, la sexualité. Tiens, un va-et-vient. Oui, comme quoi. Hein. Bon, en tout cas, si vous voulez comprendre si c'était mieux avant, Bruno Deval, je vous conseille la bande dessinée de Philippe Braunau. Vous savez que c'est lui l'auteur de cette incroyable histoire du sexe. Et dans cette bande dessinée, elle est formidable parce qu'on découvre la sexualité à l'époque des Égyptiens, à l'époque des... Et comme ça, on a tout. Ah, très bien. Je vais l'offrir à un de mes amis qui est éditeur de bande dessinée. Et qui est un des propriétaires de la librairie qui est juste à côté de la place Saint-Germain, de l'église Saint-Germain. Ah, très bien, oui. Voilà. Il doit connaître. Oui, très probablement. Il a 5000 bandes dessinées chez lui. C'est un succès phénoménal, cette bande dessinée de Philippe Braunau. Merci Philippe. Merci Philippe. Et Bruno, à bientôt. À bientôt. On continue avec Hélène qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Bruno Deval. Hélène, bonjour. Oui, bonjour. Alors, première question, est-ce que vous avez déjà utilisé des boules de geisha? Non. Non? Et ça vous tente pas? Bon, pas plus, non. Non, écoutez, on en reste là pour l'instant en ce qui concerne les boules de geisha. Oui. Deuxième question, quelle est la partie de votre corps que vous trouvez la plus jolie ou que vous aimez le mieux? J'aime le mieux. Ça serait peut-être... oh là là... l'expression du visage, ça irait, ça? Oui, pourquoi pas? Vous aimez votre visage? Vous avez un visage expressif, c'est ce qu'on vous dit? Je pense, vu la réaction des gens, oui, je crois. Bon. Mais il a de l'âge aussi maintenant. Vous savez, les rides peuvent être séduisantes, hein, Hélène? Oui, si on veut. Oui. Si. Enfin... Je m'en passerai, disons. Mais oui, je crois que c'est ce qui peut-être attire les autres, oui, peut-être. C'est ce qui fait votre charme. Bon. Je pense, oui. Bon, alors, puisque vous avez du vécu, dernière question. Vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires? On va dire, je sais pas, 30 peut-être. Ah, pas mal, hein. C'est pas mal. Oui, j'ai pas fait le compte. Je me disais qu'il faudrait que je le fasse un jour. C'est difficile, hein, parce que. Oui. Hein, bon. Mais enfin bon, vous êtes au-dessus de la moyenne largement. Hein. Non, pas plus de 30 quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Eh bien, vous pouvez poser une question à Bruno Deval. Il vous écoute. Allez-y. Ah, quelle question je vais pouvoir poser? Bonjour madame. Oui. Bonjour. Je sais pas, si vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez. J'ai pas préparé de questions à poser. En tant que femme, vous avez un gynécologue en face de vous, profitez-en, posez-lui une question. C'est intéressant là tout d'un coup. Hein. Oui, surtout les gynécologues qui se font rares actuellement. Hein. Où est-ce que vous habitez, madame? J'habite l'Ardèche. Ah, très bien, à Vallon-Pont-d'Arc, les gorges de l'Ardèche. Pas tout à fait, oui. Alors allons-y. Est-ce que vous avez des soucis de troubles pelvipérinéaux? Est-ce que vous avez des douleurs, Non, pas du tout. Des problèmes de fuite urinaire, de constipation? Non, mais elle a beaucoup pratiqué, Hélène, alors ça va bien. Hein. Donc, est-ce que vous entretenez votre périnée?
Est-ce que vous faites de la rééducation périnéale, de l'auto-rééducation? Je fais du yoga où on travaille. Voilà. Oui. Ah, super. Voilà. Est-ce que vous faites du pilates? Est-ce que vous faites du gainage, des choses comme ça? Je fais du yoga, fais d'autres sports, mais pas de pilates. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous faites de la natation, du vélo? Je fais de la natation, je fais de la randonnée, et là j'arrive du ski. Vous arrivez du ski? Ah, vous arrivez du ski. Alors ça, c'est l'exemple de sports qui ne sont pas délétères pour le périnée. Ce sont des sports portés, le ski, la natation, le vélo, le yoga, le pilate. C'est des sports qui sont excellents pour le périnée féminin. Parce que les sports qui sont des sports dangereux sont les sports à à-coups. Par exemple, le trampoline, c'est pas très bon. C'est même très mauvais. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, d'ailleurs, je n'aime pas les sports à coups. Même la course, je fais beaucoup de marches, de randonnées, de trek, de choses comme ça. Très bien. Mais les sports à coups, je n'aime pas. Je ne sais pas courir, je n'aime pas. Voilà. Et est-ce que quand vous marchez, est-ce que vous avez des bâtons? Vous savez, la marche nordique? Oui. Ah bah c'est très bien. Voilà, ça vous permet de griller un peu plus de calories. Et en plus, ça vous permet de protéger encore plus votre périnée parce que la marche est moins à à-coups si vous avez des bâtons que si vous n'en avez pas. Oui, mais même les jeunes maintenant prennent des bâtons. Hein. Mes enfants prennent des bâtons aussi pour randonner. Oui. Quand vous dites que vous revenez du ski, vous faites du ski alpin, du ski... Oui, je vais vous laisser tous les deux, et puis vous allez partir en voyage ensemble, c'est bon. Pourquoi pas, n'est-ce pas, Oui, je rentre des pistes là, il y a pas très longtemps, oui. Et ben voilà, c'est très bien le ski alpin. Le ski alpin, le ski de fond et le ski de randonnée, c'est des très bonnes activités, ma chère Brigitte. Et le sport en chambre. Vous faites du sport en chambre quand même, Hélène, j'espère. Pour ça. Bon, écoutez, on en restera là pour aujourd'hui, Hélène, avec Bruno Deval, mais on pourra vous donner vos téléphones respectifs si vous le désirez, il n'y a pas de souci. On est très libre dans cette émission sur Sud Radio. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Miranda qui a besoin de conseils. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Deval est avec nous, gynécologue, auteur de ce livre Le périnée féminin. C'est aux éditions du Rocher où vous avez toutes les informations sur votre périnée. Et Miranda est avec nous et je crois que vous avez besoin de conseils. Bonjour Miranda. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Miranda. Oui, alors effectivement, moi j'ai le problème inverse avec le périnée qui n'est pas du tout relâché mais qui est plutôt trop tendu. Je suis une ancienne prof de sport. Et c'est vrai que j'ai accordé beaucoup de soins à mon périnée et au périnée aussi de mes élèves. Effectivement, j'ai développé un réflexe. En réalité, je me suis tellement intéressée suite à mon premier accouchement à mon périnée qu'en fait, j'ai développé une sorte de réflexe, un automatisme qui est complètement maintenant inconscient. C'est-à-dire que j'ai tellement appris, par exemple, quand je marchais dans la rue, je me disais, bon, allez, jusqu'au poteau, tu serres le ventre et tu remontes ton périnée, tu relâches, etc. Et en fait, c'est devenu, voilà. Et souvent, je m'aperçois que même lorsque dans la vie de tous les jours, quand je pense à mon périnée, en fait, je le contracte naturellement. Et ce qui m'occasionne, en fait, j'ai des problèmes de miction. C'est-à-dire que je suis vraiment obligée de respirer et de relâcher en réalité pour aller aux toilettes. Et même pour les rapports, exactement. Et même pour les rapports également, je suis vraiment obligée de me relâcher, d'être super détendue, parce que de façon naturelle, j'ai le sentiment que en fait mon plancher pelvien est très très tonique. Vous voulez dire que pour être pénétré, vous êtes obligé de vous relâcher, sinon ça c'est un peu serré, c'est ça? Exactement. Mm-hmm. Exactement. Bon, les mictions sont difficiles, c'est ça que vous voulez dire? Le jet mictionnel est compliqué. Et vous changez de position quand vous avez une miction? Comment ça, je change de position? C'est-à-dire, est-ce que vous penchez en avant? Est-ce que vous levez? Est-ce que vous avez des mictions en 2 temps, 3 temps? Oui, en 2 temps, 3 temps, exactement. Et est-ce que vous videz complètement votre vessie après la miction? Eh ben justement, c'est ça en fait. Et il faut apprendre à vous relâcher. La vessie, c'est un organe qui est autonome. Donc alors surtout, il y a 2 choses. Premièrement, il ne faut pas pousser quand on fait pipi. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas faire le pipi stop.
Parce que le pipi stop, vous savez, c'est les femmes qui, pour soi-disant se rééduquer. Bah, c'est surtout les hommes à qui on conseille ça pour. Je vous en prie. Non, mais en sexologie, c'est plutôt un exercice qu'on va donner aux hommes. Ah bon? Pour maintenir mieux leur érection, etc. Ah, je vous l'apprends. Mais c'est bien, je vous l'apprenais. Donc, à deux, on va y arriver. Donc, ce que l'on conseillait avant, dans le cadre de la rééducation périnéale, c'est d'arrêter sa miction en cours de miction. Ça, faut pas le faire. Parce que ça donne ce qu'on appelle des dyspnées. Ah bah non, faut pas le faire, ça. Ah, faut surtout pas le faire. Mais vous le faisiez parce que justement, vous pensiez que c'était bon pour votre périnée, c'est ça? Exactement. C'est le stop and go. C'est ça. Faut s'arrêter. Non, il faut arrêter de faire ça. Il faut laisser votre vessie se vider. Il faut être patiente. Et puis, il y a un moment, la vessie va réapprendre à se vider spontanément. Quelle que soit votre position, vous arrêtez les pipi-stop. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la douleur à la pénétration. C'est ça? Alors, la douleur, non, parce qu'en fait, je me prépare. Je veux dire, avec les préliminaires, etc., on se prépare. Donc, non. Mais si vous voulez, il y a des moments comme si, en fait, j'avais une contraction... Réflexe. Exactement. Ça arrive. Eh bien, il faut, dans ces moments-là, expirer. C'est ce que j'essaye de faire. Je respire et je me détends. Vous expirez, et si vous expirez, vous savez que la contraction, il y a 2 diaphragmes dans l'organisme. Il y a le diaphragme entre le thorax et l'abdomen, et il y a le diaphragme urogénital. Et lorsque vous expirez, vous mobilisez votre diaphragme thoraco-abdominal, et de fait, de façon synchrone, vous allez mobiliser votre diaphragme urogénital et vous détendre. Donc, lorsque vous sentez une contraction venir lors de l'activité sexuelle, expirez. Détendez-vous, expirez. Vous faites du yoga ou pas? Oui, je fais justement de la sophrologie et du yoga également. C'est parfait, c'est parfait. Oui, c'est pour ça que j'ai bien conscience maintenant de mon périnée et que j'arrive à... Mais effectivement, c'est vrai que de façon naturelle, je fais les relâchements sous expire. Effectivement, sous expiration. Expiration. D'accord, oui, tout à fait. La récupération dans l'expiration. Mais il y a certainement eu à la base quand même un besoin un peu de contrôle, non, Miranda? Oui, après, suite à mon premier accouchement en réalité. Alors j'ai un mari qui est kiné, figurez-vous, et quand j'ai accouché, on m'a dit vous verrez avec votre mari. Alors ça c'est vraiment une bêtise, parce que du coup lui il a rien vu du tout, puis c'est pas du tout son. Enfin, je veux dire, moi j'avais pas du tout envie que mon mari s'occupe de ma. Oui, puis il faut pas tout mélanger. Enfin voilà. Oui, c'est stupide, bien sûr. Et donc je n'ai pas eu de séance de rééducation, kiné, de rééducation. Donc je me suis rééduquée absolument toute seule. Donc j'ai lu pas mal de choses et dans mes cours également de gym, je faisais faire à mes élèves des exercices pour contrôler le périnée en réalité, pendant les abdominaux notamment, parce que j'ai toujours été effrayée du relâchement qu'on pouvait obtenir en faisant du sport sur le périnée, si vous voulez. C'est dangereux le sport si on ne sait pas contracter son périnée. Et donc j'ai fait beaucoup d'informations là-dessus et moi je me suis oui, on voit bien conditionnée pour prendre vraiment soin. J'avais pas du tout envie d'avoir des problèmes. Oui. Mais on voit bien toujours quand il y a beaucoup de contrôle, c'est toujours parce qu'il y a eu une peur, et vous aviez peur en effet de fuite urinaire ou de choses comme ça après votre premier accouchement, et donc vous en avez fait un petit peu trop. Maintenant il faut relâcher un peu tout ça. Oui, voilà, il faut se détendre. Je pense qu'il n'y a rien enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, mais si vous voulez, c'est ennuyant parce que j'ai le sentiment en fait que c'est permanent, que je serre en fait cette partie-là de mon corps comme une genre de crispation maintenant. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous faites un peu de sophro, vous allez comprendre, c'est peut-être de vous concentrer sur une autre partie de votre corps. Oui, d'accord. Par exemple, pour faire diversion. Oui, pour faire diversion. C'est-à-dire que là, votre tension, elle est toujours au niveau du périnée. Moi, je vous conseille, par exemple, de vous concentrer sur vos épaules pour que vous vous teniez, par exemple, très droite.
Parce que tant qu'à faire, autant se concentrer sur quelque chose de positif. On ne va pas se concentrer sur le fait de faire le dos rond. Ah, c'est pas bête. Mais voyez, vous vous concentrez, Oui, et petit à petit, votre corps, parce que le corps, comme je le dis souvent, il est à la fois bête et intelligent. Et à un moment donné, votre corps, il va lâcher un peu en bas et là, vous aurez gagné la partie. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je vais essayer, écoutez, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et arrêtez les pit-stops. Oui. Alors là, non, mais là, je le fais plus. Là, ça fait, je le fais plus. Mais si vous voulez, de façon naturelle, effectivement, j'ai du mal à vider ma vessie. Je suis obligée d'être très patiente, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, je vais essayer d'appliquer vos conseils. J'ai bien compris. Mais relâcher, je pense qu'il n'y a rien de dramatique. Vous inquiétez pas plus. Mais en effet, il faut lâcher un peu et concentrez-vous sur une autre partie du corps et ça va fonctionner très très bien. Merci Miranda, en tout cas, de cet échange. On va faire une petite pause et puis on va continuer évidemment à parler du périnée. Vous avez des questions à poser à Bruno Deval. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. Il pourra répondre à toutes vos questions, vous l'avez bien compris. Et puis c'est le principe, juste avant les infos, je vous donne une petite devinette, Bruno Deval, et puis vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Quel serait le comble pour un éjaculateur précoce ? Vous avez le temps d'y réfléchir et peut-être que vous pourrez trouver cette réponse. C'est assez facile, me semble-t-il, aujourd'hui. Allez, à tout de suite. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons aujourd'hui le périnée féminin. On pourrait aussi parler du périnée masculin, messieurs. Si vous avez envie d'en parler, vous pouvez également nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. En tout cas, c'est à l'occasion de la sortie de ce livre, Le périnée féminin aux éditions du Rocher. Et c'est Bruno Deval qui est avec nous, gynécologue, obstétricien, qui peut donc répondre à toutes les questions des femmes qui nous écoutent et qui ont envie justement d'avoir plus de renseignements sur cette partie particulière de notre anatomie. Rappelons peut-être où il se trouve pour ceux qui peut-être n'étaient pas à l'écoute tout à l'heure, Bruno Deval. Le périnée féminin, comme le périnée masculin, c'est la partie tissulaire anatomique qui est entre les jambes et qui soutient la vessie, l'utérus et le tiers supérieur du vagin pour les femmes et le rectum, et la vessie et le rectum pour les hommes. La petite devinette du jour, quel est le comble pour un éjaculateur précoce ? Bruno Deval. C'est de combler le vide. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est de trouver le temps long, la bonne réponse, évidemment. Évidemment. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour madame. Alors j'avais une question par rapport, pendant l'acte sexuel, j'ai des inquiétudes par rapport à certaines positions. Lorsque l'on est en va-et-vient, il se produit des bruits incontrôlables, de surcroît, qui ressemblent à des flatulences au niveau du vagin, et c'est désagréable. Ça vous dérange, oui. Je ne sais pas si on peut contrôler ou, Donc du coup, je suis pas libérée, je suis pas complètement détendue par rapport à ça, à cette situation. J'aimerais savoir si on peut agir ou faire quelque chose. C'est quelque chose qui peut arriver assez souvent, Nathalie. Bruno Deval ? Alors c'est assez fréquent en fait. C'est la bonne question. Ce qui vous arrive, ça survient pour des patientes qui ont accouché, généralement. Elles ont un cortège de symptômes entre le bruit aérique, le manque de congruence du vagin, l'impression d'avoir une béance vaginale ou de ne pas sentir le sexe du partenaire. Et ça, bien évidemment, ça les inquiète. Ça a un retentissement sur la qualité du rapport sexuel. Et la seule et unique thérapeutique que l'on ait pour l'instant, c'est de multiplier les séances de rééducation périnéale. Vous savez que le périnée est constitué de 2 couches, une couche superficielle et une couche profonde. Et c'est la couche profonde qui va vous permettre de diminuer le hiatus, c'est-à-dire le trou du vagin, et d'avoir une meilleure préhension du sexe de votre partenaire. En fait, c'est de l'air qui provoque ce bruit. C'est parce qu'il y a de l'air qui arrive à passer, si je puis dire, entre les muqueuses. Parfois, je trouve que de mettre un peu plus de lubrifiant, ça peut atténuer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi pas ? Faut tout essayer. Pourquoi pas ? Oui.
Alors, moi, je suis contre le laser. Hein. Vous savez qu'il y a une grande mode du laser vaginal qui a tendance d'après les défenseurs et les pros du laser vaginal, à diminuer la taille du vagin et à rétrécir la taille du vagin et donc d'améliorer la qualité des rapports sexuels. L'effet du laser est en règle générale à court terme, et à plus long terme, c'est-à-dire à plus de 3 mois, cet effet disparaît. Donc on est quelques-uns à avoir écrit dans des revues scientifiques que nous étions contre le laser dans ces indications-là. Si vous voulez améliorer la qualité de vos rapports sexuels et faire disparaître ces bruits aériques qui vous gênent, faites de la rééducation, mettez du lubrifiant, pourquoi pas, peut-être privilégier des positions où vous avez remarqué que certaines positions, ces bruits disparaissent. C'est le seul et unique conseil qu'on ait à vous donner, c'est travailler vos muscles périnéaux. D'accord. Et puis des positions où vous aurez les jambes un peu moins écartées, par exemple, ça peut peut-être aider. Hein, bon. Et puis sinon, vous mettez des boules caisses à votre amant. Hein. C'est dommage parce qu'effectivement, il y a des positions favorites et que du coup. Mais est-ce que ça le gêne, lui? Bon, j'avais peur que ça le coupe dans son élan. Après, du coup, bon. Mais vous répondez pas à ma question parce que vous lui avez pas posé. Non. Et ben voilà. Donc je crois que c'est déjà la première chose à faire, parce que j'entends que ça vous gêne, hein, Nathalie, et c'est clair. Mais je suis pas sûre du tout que lui ça le gêne, et ça vous gêne par rapport à lui. Donc ce serait quand même bien de lui poser la question. Oui, effectivement, oui, déjà. Oui, parce que vous voyez, si lui, ça ne le gêne pas, ou au contraire même, ça lui plaît parce qu'il a l'impression qu'il se passe quelque chose, et c'est possible, hein, parce que les hommes ne fonctionnent absolument pas de la même manière dans la sexualité avec leur sens que nous. Donc moi, je crois que dans un premier temps, déjà, posez-lui la question. Oui, bien sûr, oui, il faut qu'on mette ça à plat. Parce que vous voyez, on peut aussi en faire un peu d'humour, c'est votre vagin qui chante. Hein, Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est vrai, ouais. Et au niveau, alors j'ai une autre question. Parce que je sais pas, vous avez peut-être Bruno Deval des hommes qui vous en ont déjà parlé. Est-ce que j'ai pas l'impression que ça gêne tellement les hommes, moi? Non. En règle générale, quand les femmes se plaignent de ce type de symptômes, elles viennent seules. Elles viennent pas en couple. Oui, donc c'est pour ça, il faudrait déjà... Et il faudrait que vous posiez la question à votre époux, à votre partenaire, si il a l'impression que votre vagin est un peu plus large ou un peu trop large, et est-ce qu'il s'en plaint? Alors peut-être que par discrétion... pour éviter de vous choquer, il s'en plaindra pas, mais rentrer dans la discussion, c'est une très très bonne idée de Brigitte. Il faut partager ces moments-là, et ça peut être une nouvelle étape dans votre sexualité avec votre partenaire. Oui, par rapport à ses sensations à lui. Bien sûr. Que lui, au contraire, c'est plus excitant pour lui de se dire, elle est plus dilatée, etc. Ouais, exactement. Mais il faut parler, Brigitte, il faut parler. Et oui, c'est vrai. Il n'y a pas trop surtout que vous avez l'air d'avoir une sexualité qui fonctionne. Enfin, je veux dire, vous avez... Oui, alors je pense que je suis rentrée en ménopause en plus. Donc du coup, je me demandais aussi par rapport à la sécheresse. Je pense qu'il y a un petit peu plus de sécheresse vaginale, mais du coup... donc lubrifiant, effectivement, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais pour l'instant je ne me plains pas, effectivement, j'ai pas de douleur, j'ai pas rien d'autre, hein, et au contraire j'aimerais bien mieux me libérer du fait que je suis rentrée en ménopause, je pense justement, je devrais... Raison de plus pour pas arrêter la sexualité. Déjà. Voilà. Après, moi, je suis assez... Je ne sais pas quel est votre avis, Bruno Deval, mais moi, je suis assez pour les traitements hormono-substitutifs. Bien sûr. Il y a des glandes qu'on appelle les glandes vestibulaires, qui sont à l'entrée de votre vagin, les glandes vestibulaires majeures, qu'on appelle les glandes de Bartholin, et les glandes vestibulaires accessoires qui sont autour de l'urètre, qui sont sur le périnée antérieur. Ces glandes participent à la lubrification du vagin. Et ces glandes ont la capacité donc de lubrifier pendant l'acte sexuel et pendant l'excitation. Et la sécrétion diminue
lors de la ménopause. Donc, il va falloir trouver des alternatives pour la lubrification de votre vagin. Le traitement hormonal substitutif est une alternative. Vous avez une autre alternative, c'est le Sensilube, que vous mettez sur le gland de votre partenaire, ce qui permet une pénétration plus efficace, plus douce et parfois moins douloureuse. Est-ce que vous vous sentez plus sèche là actuellement ? Un petit peu quand même, je dirais, parce que j'ai des petites irritations par moment et je pense que c'est dû à la sécheresse. Ouais. Mais eh bien, il faut mettre soit de la crème, soit des ovules. Vous avez une gynécologue ou un gynécologue ? Oui, je vais en voir un la semaine prochaine. Eh bien, très bien, vous ouvrez à votre gynécologue et il trouvera la solution, c'est sûr. D'accord. En tout cas, il faut tout de suite réagir parce que si vous commencez à avoir des petites irritations, vous ne faites rien, après vous allez avoir des petites douleurs et votre désir va peut-être en pâtir. Donc, il faut vraiment réagir. Oui. Et encore une fois, il y a des tas de solutions aujourd'hui. On peut vraiment avoir une sexualité épanouie largement après la ménopause, surtout que vous êtes dans une sexualité active. Hein. Souvent, les femmes qui n'ont plus de sexualité après la ménopause, c'est de toute façon des femmes qui avaient déjà un peu renoncé à la sexualité. Hein. D'accord. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Bon, on va essayer de discuter, de parler. Exactement. Voilà, et ça, je crois que là, vraiment, il faut aborder la question très clairement avec votre partenaire, avec humour. Moi, je pense qu'il faut vous servir de l'humour, parce que visiblement, c'est quelque chose qui est un peu délicat pour vous, que vous avez... Donc, si vous n'arriverez pas à en parler de manière très, très facile. Donc, moi, je vous dis, prenez l'exemple de votre vagin qui chante, et puis demandez-lui si ça le dérange, et puis je crois qu'il faut vraiment oser poser la question. D'accord. Parce que si ça ne le dérange pas, il faut que vous arrêtiez de vous inquiéter par rapport à ça. Et oui, je veux dire, je suis pas complètement libérée par rapport à ça. Mais non, et puis prendre toutes les positions que je veux, donc c'est dommage. Puis il faut savoir que chez les femmes, l'oreille est très très importante dans le rapport sexuel. C'est-à-dire que si vous entendez un bruit qui vous dérange, obligatoirement, ça vous coupe de votre capacité à monter dans les tours de votre excitation. Exact, oui. Donc, si vous entendez vos bruits, forcément, vous débranchez, vous voyez. Donc, c'est essentiel de comprendre. Si lui, ça ne le dérange pas, eh bien, ça vous dérangera moins et petit à petit, vous l'accepterez. D'accord. Donc, il faut en parler. D'accord. Voilà. On va faire comme ça. Et puis sinon, tout le reste, ne vous laissez pas, si ça ne va pas, vous en parler à votre gynéco et il trouvera la solution. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie, Nathalie, merci à vous. Au revoir, Nathalie. Et puis, on va faire une toute petite pause et puis on va se retrouver dans un instant. Alors, je ne sais pas si vos patientes ne vous parlent pas de leurs rêves, j'imagine. Non. Si ? Non. Elles viennent pour des interventions. Ben oui. Donc, on a des rapports qui sont des rapports plutôt des liens qui sont des liens de confiance, parce que le lien chirurgical existe, comme le lien parental. Oui, c'est pas la même chose qu'un gynéco qui juste suit, bien sûr. Donc, moi, je fais pas de surveillance. On les prend en charge avant, même parfois plusieurs fois avant, pour que le lien existe. On les opère et ensuite on les voit une fois après, voire 2 fois, et parfois même tous les ans, parce que dans les interventions où on reconstruit le périnée, eh bien, c'est important d'avoir des résultats à court, moyen et long terme. Bien sûr. Bon, eh bien, nous, on parle aussi des rêves, et dans un instant, eh bien, c'est Emma qui va nous raconter son rêve, et puis on verra si vous avez... Comment on l'interprète. Comment on l'interprète, absolument. Mais vous avez évidemment, vous pourriez peut-être avoir une intuition, et vous pourrez nous la donner. On fait une petite pause, et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Bruno Deval, on continue à évoquer le périnée bien sûr, mais on va faire une petite pause et on va parler du rêve avec Emma qui nous rejoint. Alors comme chaque vendredi, je vous donne quelques petites infos. On va parler des rêves où on vole. C'est des rêves très très fréquents et qui n'a jamais eu envie de s'envoler en quelque sorte. Et je pense tout de suite à Icare qui a voulu aller si haut
haut, qu'il se brûla les ailes. C'est un mythe très intéressant à analyser. Alors voler, ça indique souvent un désir de liberté, en tout cas de fuite vers un ailleurs. Je crois que quand on rêve qu'on vole, il faut faire attention de ne pas vouloir éviter à tout prix d'affronter la réalité. Mais ça peut aussi indiquer qu'on a envie de prendre un peu de hauteur. C'est peut-être un signe d'ambition, aller un peu plus haut. Et si vous rêvez que vous ne parvenez pas à vous envoler, ça indique peut-être que vous êtes englué dans une situation. Et quant aux rêves de chute, ils sont aussi également très fréquents. Et d'ailleurs, très souvent, quand on rêve d'une chute comme ça, on est réveillé, tant la sensation de la chute est désagréable. En tout cas, une chute, ça révèle souvent un sentiment d'insécurité, une peur d'échouer ou d'être déçu. Enfin bref, quand on chute, on tombe de haut. Voilà ce qu'on peut dire sur tout ce qui concerne le vol. Emma, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour Emma. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous, quel est votre rêve ? Oui, alors je vous donne juste un petit peu le contexte parce que je suis quelqu'un qui ne rêve jamais. Oui. Grosso modo, j'ai vraiment un sommeil très profond. Voilà. Donc en fait là, j'ai fait un rêve suite à des séances d'hypnose parce que je suis suivie par rapport à, on va dire, à quelque chose qui est nommé stress post-traumatique. Du coup, on me suit un petit peu en hypnose pour m'aider un petit peu à vous soulager de ce traumatisme. Voilà, oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand je vais à ces séances, une fois par mois à peu près, souvent je rêve, c'est très agité, alors que d'habitude je ne rêve pas. Ce qui montre l'efficacité de vos séances. Oui, voilà. Et donc récemment, donc hier, pas plus tard qu'hier, j'ai fait un rêve un peu, du coup, qui est avec le thème, qui serait en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Donc je rêvais que j'étais en présence d'une très vieille dame, pas très jolie, très très maigre, enfin bon voilà, très âgée. Et cette dame était enceinte, et elle était enceinte de mon mari. Mais c'est-à-dire que j'étais moi avec mon mari, dans ma tête j'étais mariée avec mon mari, mais cette dame était enceinte de lui et ça me posait aucun problème. C'est-à-dire que de nature, je vais pas dire que je suis jalouse, mais ça m'agacerait s'il y avait quelque chose. Mais nos rêves sont surprenants. Voilà. Et alors là, j'étais complètement à l'aise avec ça. C'était vraiment, je trouvais ça super et il me tardait d'assister à l'accouchement de cette dame et d'y aller avec lui. Mmh. Voilà. C'est un rêve très positif, Emma. Ah, bon. Parce qu'en fait, cette vieille dame, c'est certainement vous. Et vous êtes certainement en train d'accoucher de vous-même grâce peut-être aux séances d'hypnose. Peut-être. Et je crois que vraiment que dans ce rêve, moi, je n'y vois pas. Bon, alors après, cette vieille dame, ça peut représenter peut-être aussi la sagesse. Ça peut représenter beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas. Mais en plus, on le voit bien dans ce rêve. Vous le vivez très bien. Vous n'êtes pas du tout. Oui. Vous voyez, vous n'avez pas posé cette femme dans votre rêve comme une rivale. Non, pas du tout. En fait. Et même, il me tardait vraiment, je disais, enfin, je vais assister à la naissance de mon enfant, alors que c'était pas moi, qui accouchais, quoi. Mais vous savez, les rêves d'accouchement, c'est souvent des rêves qui indiquent qu'on va enfin accoucher de soi-même ou accoucher d'un truc qui nous envahit depuis longtemps. Et je sais pas quel est le traumatisme que vous êtes en train d'essayer de dépasser, mais ce rêve indique plutôt que vous êtes sur la bonne route. Ah ça serait une bonne nouvelle, effectivement. Je le voyais pas comme ça, mais je le voyais rien du tout. J'étais étonnée juste, mais effectivement c'est positif. Alors je vous remercie. Non, c'est pas moi, c'est votre rêve, c'est votre inconscient qui quelque part avance. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous dites que vous ne rêvez jamais. On rêve tous. Tout le monde. Je m'en souviens pas. Mais il y a beaucoup de gens en effet qui ne se souviennent pas de leurs rêves, ou alors ils s'en souviennent vaguement le matin et puis ça s'efface. Alors les rêves sont parfois très accablants, c'est pas toujours très 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 facile à interpréter. Mais moi je pense et j'imagine que dans votre couple pour l'instant ça va bien. Oui, ça va. On s'entend, on est mariés depuis bientôt 20 ans et ma foi, il y a des hauts débats comme tout le monde, mais après... Parce qu'il est là aussi, voyez, dans votre rêve, donc ça veut dire que vous avez... que vous avez à côté... On est très proches. Voilà, vous avez à côté de vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ça indique aussi que votre couple, lui, va bien. C'est vous qui avez besoin
de mûrir et puis de mettre au monde, si je puis dire, une nouvelle femme qui aura dépassé son traumatisme. Bon ben j'espère, merci beaucoup. Donc continuez, hein, visiblement ces séances d'hypnose vous font du bien. Oui, je pense aussi. Et en plus, je me réfugie moi dans le sommeil. C'est justement pour ça, je pense que je dors beaucoup et que très profondément, il y a un trou noir. Donc ça m'aidait à fuir la réalité. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est une bonne thérapie le sommeil, parce que justement quand on se réfugie dans le sommeil, quelque part on laisse notre inconscient faire son travail. Oui, c'est vrai. C'est mieux ça montre d'ailleurs aussi que vous êtes quand même quelqu'un d'assez capable de lâcher, hein, parce que pour arriver à dormir quand on a des soucis, c'est pas forcément facile. Hein. Oui, je pense que ça m'a sauvée. Je sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, depuis qu'il y a eu ces problèmes un peu lourds, avant, je dormais pas comme ça. Et c'est vrai que ça m'a sauvée. Je pense vraiment, quand je vois des gens qui font des insomnies, d'ailleurs, je me dis, mais quelle horreur, ça doit être terrible. C'est très très pénible les insomnies. Mais là, en effet, vous vous réfugiez dans le sommeil et c'est une bonne manière de laisser votre inconscient faire un petit peu son travail tout seul. Puis quand vous vous réveillez, vous vous sentez pas mal? Non, jamais. Jamais. Enfin, je veux dire, après, il faut reprendre la réalité. Des fois, c'est pas forcément agréable, mais je veux dire, globalement, ça va. Et puis, plus j'avance dans le temps, plus ça va. Mais oui. Écoutez, quand on est dans une période comme ça, un peu difficile, hein, c'est ce que vous semblez dire, et je veux pas être indiscrète, de temps en temps, si vous vous réveillez, que vous sentez... regardez derrière vous et regardez déjà tout le chemin que vous avez fait. Oui. Et quand on voit le chemin qu'on a fait, on se dit, ok, il y a encore du chemin à faire, mais déjà ça c'est fait. Oui, c'est ça. C'est une façon de positiver l'instant présent. Oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Non, c'est nous. Merci d'avoir partagé ce rêve avec. Et puis là, au moins, c'est un accouchement où il n'y a pas de. Il n'y a pas de traumatisme. Il n'y a pas de traumatisme. Il n'y a pas de douleur. Ça passe tout seul. C'est ça, il me tardait presque, j'étais un peu déçue de me réveiller justement parce que je ne pouvais pas y assister en fait en me réveillant. Voilà. Oui, donc vous voyez, ça confirme bien que c'est un rêve positif puisque vous vous réveillez presque déçu d'arrêter votre rêve. Donc ça c'est aussi signe que c'est un rêve positif quand on se réveille et qu'on se dit mince. Oui. Parce que c'est vrai que c'est agréable quand on fait des rêves positifs. Est-ce que le rêve est réparateur ? Souvent, oui. En tout cas, il est intéressant à analyser parce que c'est toujours des messages qui peuvent nous aider à mieux comprendre où on en est et ce qu'on a à faire. Mais je vous remercie tous les deux. Mais je vous en prie, Emma. Au revoir, madame. Merci à vous. Alors, on va faire une petite pause et puis on va se retrouver pour le Love Conseil. On va parler de jouets intimes qui sont assez faciles à trouver puisque c'est des jouets du quotidien. Sud Radio, Brigitte Lahaie, le Love Conseil. Alors, Bruno Dehalle, vous savez que les jouets sont de plus en plus à la mode. Beaucoup de femmes maintenant ont des jouets. Et j'ai voulu, dans ce Love Conseil, de proposer des petits jouets qu'on peut trouver dans le quotidien. Et je trouve que c'est pas mal non plus, surtout pour des couples qui n'ont pas encore osé introduire un jouet dans leur sexualité. On peut utiliser par exemple un foulard. Un foulard, ça permet de nouer les mains, ça permet de faire une fellation. Une fellation avec un foulard, c'est quand même sympa. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait érotique. On peut évidemment bander les yeux. Enfin, vous imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec un foulard. Enfin, si, vous l'imaginez certainement. Alors, il y a aussi les gants. Je trouve ça très sympa de mettre des gants pour faire l'amour. Alors, vous pouvez mettre des gants en dentelle, vous pouvez mettre des gants en cuir, vous pouvez mettre des gants de boxe. Pourquoi pas? Parce que là, à ce moment-là, vous êtes un petit peu malhabile. Et toucher le corps de son partenaire avec des gants, pourquoi pas même des gants de jardinage ou des gants de déménageur. Enfin bref, ça donne quelque chose, ça donne des sensations nouvelles à la fois pour celui qui porte les gants et pour celui qui est touché avec des gants, vous voyez. C'est tout bête et c'est tout à fait simple. Alors, il y a aussi des objets plus SM, si je puis dire, une règle, un ustensile de cuisine. Et puis alors, il y a la brosse à dents électrique, évidemment. Qu'on utilise... Comme vibromasseur, ça marche.
je suppose qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont utilisé. Pour ceux qui n'y avaient pas encore pensé, eh bien, je vous donne l'information. La brosse électrique, la brosse à dents électrique, ça fonctionne aussi sur la vulve. Et puis, évidemment, on peut utiliser un gant de crin pour caresser sa partenaire ou son partenaire. On peut utiliser de la crème, un lait de beauté. Enfin bref, je crois qu'on pourrait, avec un peu d'imagination, utiliser énormément d'objets dans notre vie quotidienne, dans sa sexualité. Et à partir de ce moment-là, ça devient ludique, ça surprend et ça coûte pas cher. Faut que vous me réinvitiez, Brigitte, parce qu'on apprend plein de choses à votre émission. Et oui, on apprend plein de choses. Et oui, tous les jours, on apprend des choses nouvelles. Alors, je suis ravie de vous accueillir, Adèle Bréau, parce que d'abord, c'est un hommage à Ménie Grégoire, ce roman. Ça s'appelle L'heure des femmes, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Et en plus, je trouve que c'est un roman intéressant parce que vous avez su vraiment évoquer ce qu'étaient les femmes à cette époque-là, dans les années 75, on va dire, pour essayer de... Même si Ménie Grégoire a été à l'antenne sur RTL pendant de nombreuses années. Et ça montre à quel point elle avait compris dans quel état étaient les femmes, finalement, si peu libérées. Oui, j'ai voulu raconter cette période de 14 ans pendant laquelle ma grand-mère a écouté les femmes. Et je ne sais pas si au tout début, quand on lui a demandé de donner la parole aux femmes, elle savait à quel point elle ne savait rien, ce qu'elle me disait toujours. Mais oui, parce que c'était quand même une femme qui était, je dirais, un peu plus libérée que la majorité des Françaises à cette époque. Et ce dont on se rend compte, parce que toutes les lettres qu'elle a reçues et tous les appels qu'elle a reçus, elle les a légués aux archives de Tours, donc j'ai pu avoir accès à cette masse d'informations. C'est que l'émission commence en 67-68, donc l'image qu'on en a, nous, c'est d'une société totalement libérée, sexuellement et autres, mais que dans les petits villages ou même loin de Paris, les femmes ne savaient effectivement rien et les hommes non plus, notamment de leur sexualité. Et c'est ce dont elle s'est rendue compte petit à petit, d'abord dans l'émission Allô Ménie, et ensuite c'est la raison pour laquelle elle a voulu faire la seconde émission qui s'appelait sur la sexualité, responsabilité sexuelle. Exactement, elle est allée voir la direction de RTL pour leur dire maintenant, voilà, on a parlé du couple, de la famille, des enfants, de pas mal de problématiques, mais sur la sexualité, il y a vraiment quelque chose à faire, et ça a concordé en plus avec l'instauration de l'éducation sexuelle à l'école. Et elle s'est rendue compte, voilà, après toutes ces années, qu'il fallait absolument apprendre au couple à s'aimer. Oui, je crois que Ménie Grégoire, ça restera quelqu'un qui a fait quelque chose pour la cause des femmes. Et finalement, c'est ça qui ressort beaucoup dans ce livre. Ce qui est formidable, c'est que c'est un roman, donc à la fois, vous êtes la petite fille de Ménie Grégoire, donc oui. Vous savez quand même un peu de qui vous parlez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit différentes femmes. On voit notamment une femme qui se retrouve avec je ne sais combien d'enfants, Mireille, je crois. Tout ça parce que la pilule n'était pas dans ces années en 67. Je ne sais plus en quelle année elle a été. Ça a commencé en 67 justement, de manière concordante avec l'émission. Donc on se dit c'est bon. Mais non, et en fait c'est pas bon du tout pour deux raisons. Déjà parce qu'elle n'était pas remboursée, donc il y a plein de gens qui n'y avaient pas accès, et aussi parce que justement dans les petites villes où souvent il y avait une seule pharmacie, la pharmacienne c'était un pharmacien qui n'était pas forcément ouvert à ça. Bien sûr. La religion était encore extrêmement présente dans la société, donc c'était un peu un non-sujet. Et effectivement, l'accès aux femmes mariées à la contraception, c'est quelque chose que moi-même j'avais pas envisagé comme quelque chose de très important et d'un changement qui allait être radical dans leur vie et dans leur couple. Mmh. Et puis il y avait, alors là pour le coup, l'IVG était totalement interdit aussi puisque c'est en 75, là pour le coup. Et on voit, il y a un très beau passage dans votre livre, dans ce roman L'heure des femmes. On voit Ménie Grégoire qui aide une femme à avorter et cette femme, Suzanne, je crois, devient ensuite l'assistante de Ménie Grégoire. Donc c'est vraiment, alors je sais pas si c'est vrai ça, mais en tout cas si c'est pas vrai, c'est bien romancé. Alors il y a beaucoup de choses vraies. Cette partie-là n'est pas vraie dans le sens où justement les personnages d'auditrices, je les ai totalement inventés, mais ils étaient importants
pour moi, pour montrer l'impact que l'émission avait pu avoir sur des femmes. Et ces 2 personnages sont la somme de plein de femmes dont j'ai vu la vie en lisant les lettres. Ma grand-mère a été confrontée à ce type de situation. Voilà, la scène est très romancée, mais je voulais montrer l'impact que pouvait avoir justement l'interruption d'une grossesse sur la vie d'une jeune femme comme Suzanne, qui aurait pu être enfermée, bloquée totalement dans sa vie avec cette grossesse non désirée, et qui finalement va pouvoir s'envoler suite à ce coup de pouce du destin d'avoir rencontré cette femme qui lui donne accès. Et vous, elle vous donnait des conseils ? Non, elle ne me donnait pas de conseils à moi, elle me posait énormément de questions. J'ai eu la chance de la connaître très longtemps, parce qu'elle est morte à 95 ans, il y a 8 ans, donc je l'ai connue vraiment longtemps. J'allais très souvent déjeuner avec elle, et je suis journaliste, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, dans la presse féminine. Et elle me demandait toujours, quand j'arrivais, comment vont les femmes ? Et elle se posait beaucoup la question de savoir justement toute cette libération à laquelle elle avait participé et ce changement radical qu'il y avait eu dans les couples, ce que des années après, ça donnait véritablement de positif, elle le savait, mais peut-être de nouvelles problématiques qui s'étaient posées à elle. Et quelle lecture elle aurait aujourd'hui du néo-féminisme en France ? On m'a déjà posé la question, c'est absolument impossible de faire parler... serait pour, contre... Franchement, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je pense qu'elle serait évidemment très heureuse de la libération de la parole, de cette dénonciation du harcèlement sexuel notamment. On parle beaucoup du backlash, c'est-à-dire des couvercles qu'on ouvre et qu'on referme, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce roman. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment vous parlez de l'inceste dans le livre. Exactement. En fait, j'ai voulu écrire ce roman sous cette forme-là, avec un personnage contemporain, pour mettre en miroir les époques, sans poser de questions, mais en les soulevant notamment sur l'inceste. Oui, parce que le roman, pour vous expliquer et pour expliquer aux auditeurs, Bruno Deval, c'est en fait une jeune journaliste à qui on confie un livre, je crois, sur Ménie Grégoire. Donc elle mène son enquête et en même temps, parallèlement, on voit Ménie Grégoire comme si on était à côté d'elle, quoi. Et on suit la vie de cette jeune femme aujourd'hui qui subit plein de choses dont on se dit qu'elles étaient réglées et qui ne le sont pas. Et c'est vrai que je voulais mettre en miroir les époques. Notamment, parce elle que, est avec un partenaire qui est un peu violent, oui, etc. violent moralement et physiquement. Parce que l'inceste, elle dit dans un de ses livres, l'inceste est partout, dans tous les milieux, dans tout, chez les bourgeois. Et au moment où j'écrivais le livre, La Famille Grande sortait, et j'avais lu aussi dans plein de papiers, c'est incroyable, on ne se rendait pas compte, l'inceste est partout, dans tous les milieux. Et vraiment, ça a résonné en moi. Je me suis dit, je comprends enfin ce que c'est ce phénomène de c'est bon, on a libéré la parole, on a vu quelque chose, c'est gagné. Et en fait, non, parce que le couvercle s'était refermé entre les deux avant de se rouvrir. Mais au-delà de l'inceste, il y a aussi les violences faites aux femmes. Bien sûr. Donc il faut en parler. Et vous avez l'impression que ça s'améliore ? Non, pas du tout. En tout cas, le personnage, c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. Le personnage principal est contemporain. Elle les subit. Elle se dit justement qu'elle est une femme libérée, qu'elle ne devrait pas les subir, qu'elle en a parlé 1000 fois, qu'elle a lu des ouvrages dessus, mais que finalement dans sa vie personnelle, elle les subit. Et non. De toute façon, quand on regarde les chiffres du nombre de femmes tuées par an, il n'y a pas une grande différence entre il y a 20 ans, 30 ans et aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'il y a encore un travail formidable à faire auprès des hommes et aussi auprès des femmes. Parce que le nombre des policiers, le nombre de femmes qui subissent des premières violences et qui ne disent rien, c'est là aussi où on peut aider les femmes à réagir plus vite quand elles subissent des violences. Et on sait que quand elles subissent des violences, c'est généralement parce qu'elles viennent d'une enfance qui n'a pas été une enfance sécurisante. Donc il y a un travail à faire phénoménal, mais quand même on avance. Et je crois que c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ce livre, Adèle Bréau, c'est que on voit quand même qu'il y a eu, qu'on avance, quoi. Il y avait aussi ça, cette période si
lointaine entre guillemets, mais en même temps si proche, parce que c'est celle de ma grand-mère que j'ai connue. Ça fait 50 ans. Il y a plein de choses quand on lit les lettres des gens qui écrivent et qui ne savaient rien, parce que on n'en parlait nulle part, on n'en parlait pas à la radio, on n'en parlait pas à la télé, on n'en parlait pas en famille, encore moins. On n'en parlait même pas tellement à ses amis ES. Il n'y avait pas Internet. Mais je pense que il y a des lettres qu'on reçoit où les couples ne savent pas du tout comment se toucher, se parler, se donner du plaisir. Et il y a des lettres de jeunes femmes qui vont au bal et qui demandent à ma grand-mère si peut-être elles sont enceintes parce qu'elles ont pris la main d'un garçon. Enfin, la méconnaissance était vraiment totale il n'y a pas si longtemps. Hein. Elle a travaillé combien de temps, votre grand-mère ? Elle a travaillé toujours, mais à la radio, elle a travaillé 14 ans. Ensuite, elle avait une chronique à France Soir et puis elle a écrit ensuite des romans historiques sur les femmes. Elle courait les salons littéraires et sur les salons, il y avait beaucoup d'auditrices, de filles d'auditrices qui venaient, qui continuaient à lui confier leurs problèmes. Est-ce que vous racontez sur sa vie amoureuse, Adèle Bréau, dans ce livre, L'heure des femmes aux éditions Jean-Claude Lattès, c'est vrai aussi ou c'est un peu romancé ? C'est forcément romancé. Déjà, c'est mon regard à moi, bien et sûr, on n'est jamais dans le couple des gens. Ce qui n'est pas romancé, c'est l'amour immense de mon grand-père pour ma grand-mère, qui déjà lui a permis, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais de commencer cette carrière à 50 ans. De parler de sexualité à la radio. Lui, il était haut fonctionnaire, dans une société très bourgeoise, très comme il faut. Ça a pu d'ailleurs un peu le gêner. Ça c'est totalement vrai. Ça a pu le gêner. Il y a beaucoup d'amis qui leur ont tourné le dos. Lui, dans sa carrière, ça l'a forcément un peu entravé. Et il était fou amoureux de ma grand-mère et il a dit que ça le dérangeait pas. Leur couple a tangué suite à ça. Et moi, quand j'étais petite, ils étaient ensemble et très amoureux. Voilà, donc la vie les a réunis. C'est une merveilleuse histoire. Mais c'est un très très joli livre. Vraiment, c'est un livre qu'on lit comme un roman. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, ceux qui ne connaissent pas réellement Ménie Grégoire peuvent la découvrir à travers votre livre, parce que je pense que c'est assez juste. Et puis en même temps, c'est un roman, donc on s'ennuie pas, quoi. C'est ça qui est chouette. Et je crois que ça marche bien, il me semble. Ça fait une semaine, mais j'ai beaucoup de retours. Je suis très contente. J'ai autant de retours d'anciennes auditrices ou de filles d'auditrices que de très jeunes filles aussi, qui me disent qu'elles sont hyper contente d'avoir découvert ma grand-mère, ce qu'elle avait fait pour les femmes, parce que ça avait été un peu oublié, et justement qui dit sur les réseaux sociaux, mais c'est incroyable la vie de nos grand-mères, ce qu'elles savaient pas, ce qu'elles n'avaient pas le droit de faire, donc ça me touche énormément. Oui, je trouve que c'est intéressant, parce que moi c'est ce qui me gêne un petit peu dans le féminisme actuel, c'est qu'on oublie d'où on vient. Et que bien sûr qu'il y a encore des combats à mener, certes, mais il faut peut-être parfois de temps en temps voir d'où on vient. Et il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont avancé. Et c'est ce qu'on découvre justement pour ces jeunes femmes, que c'était peut-être beaucoup plus difficile d'être une femme dans les années 60 qu'aujourd'hui. Est-ce que le combat est terminé ou pas ? Ah non, non, sur plein de sujets, non. Mais c'est pas un combat non plus. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mener ensemble, hommes et femmes. C'est pour ça que je j'aime pas trop le terme de combat. Moi, je pense que je pense qu'il y a des hommes féministes et il y a des femmes qui sont anti-féministes. Donc c'est là où il faut qu'on avance ensemble et plus les uns contre les autres. Je pense que c'est comme ça qu'on va gagner peut-être à ce moment-là la bataille, si je puis dire. Vous êtes d'accord, non, Adèle Bréau ? Oui, en tout cas, c'est comme ça que ma grand-mère... féministe, c'est un mot que de mémoire, jamais entendu prononcer. Et pourtant, Dieu sait qu'elle a fait pour la libération de la parole des femmes et consacré une grande partie de sa vie aux femmes. Pour l'avoir rencontrée et pour avoir suffisamment conversé avec elle aimait les hommes aussi. Elle aimait énormément les hommes. C'est pour ça qu'on le voit dans mon roman. Mon grand-père, qui est un homme, a énormément œuvré à son combat et donc au fait qu'elle puisse aider les femmes. Les hommes qui sont venus la chercher sur RTL pour faire parler les femmes, étaient des hommes.
Donc oui, elle voyait vraiment tout ça de manière pas du tout... Mais je crois qu'elle était pour le respect de chacun, et puis elle avait compris en amont, parce que c'était quand même des années où on parlait pas beaucoup de sexualité, elle avait compris que la sexualité, c'est ce qui nous permet de nous construire en tant qu'homme ou en tant que femme, et qu'il fallait donc la libérer, et c'est ce qu'elle a fait. Oui, c'était très important pour elle. Ça. Oui, je sais bien. Je sais bien. Bon, en tout cas, c'est un joli roman. Ça s'appelle L'heure des femmes. Merci Adèle Bréau d'être venue nous en parler. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, on fait une petite pause et puis on se retrouve bien sûr dans un instant sur Sud Radio. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Bruno Deval, le vendredi, on termine par un test. Comme ça permet, ceux qui ont envie de faire ce test ce week-end, vous pourrez le retrouver sur sudradio.fr. Et donc c'est Maëlys qui va faire ce test. Bonjour Maëlys. Bonjour. Eh bien, je vais vous poser 20 questions, Maëlys, et vous me répondez oui, non ou peut-être. Et on saura si votre couple est en bonne santé. D'accord. Hein, donc vous réfléchissez pas trop, parce que sinon c'est un test, il faut que ce soit une réponse spontanée. Je vous propose pas de le faire, Bruno Deval, je ne me permettrai pas de rentrer dans votre intimité. Alors, on y va ? Vous êtes prête ? Eh bien, c'est parti. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde ? Oui. D'accord. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus partis en amoureux ? Oui. Vous savez passer une soirée ou un week-end toute seule ? Oui. Vous faites l'amour moins d'une fois par semaine ? Non. Il vous arrive d'être agacé par ses petits défauts ? Oui. Vous aimez retrouver vos amis toute seule ? Oui. Votre partenaire a la critique facile ? Oui. Bah, dites donc, avec le temps qui passe, vous vous sentez moins heureuse ? Peut-être. Il vous arrive de fantasmer sur quelqu'un d'autre ? Oui. Il vous arrive de bouder l'un envers l'autre ? Non. Vous vous sentez parfois incomprise ? Non. Oh bah c'est bien la seule femme qui ne se sent pas incomprise. C'est peut-être bizarre. Votre partenaire ne vous fait jamais de surprise ? Non. Vous regardez de plus en plus souvent des séries ou des films quand vous êtes ensemble ? Oui. Vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous vous êtes dit « je t'aime » ? Non. Il vous arrive de vous disputer pour des broutilles ? Oui. Les compliments sont peu fréquents entre vous ? Oui. Votre partenaire a tendance à se noyer de plus en plus dans le travail ? Oui. Votre partenaire a du mal à s'excuser ? Oui. Il y a peu de tendresse entre vous ? Oui. Et vous préférez faire chambre à part parce que c'est mieux pour le sommeil de chacun ? Ça commence, oui. Bon, je ne sais pas si je vais compter, parce qu'à mon avis, vous êtes largement en danger. En danger. On n'a pas besoin de lire le résultat. Bon, alors, Maëlys, je lis quand même le résultat, parce que vous avez plus de 11 oui. Je ne les compte pas, parce que de toute façon, votre relation est en train de dépérir à petit feu et vous êtes sans aucun doute déjà un peu détachés l'un de l'autre. Donc, vous devez vous poser franchement la question de continuer ou pas avec votre partenaire. Si vous ne voulez pas mettre un terme à votre couple, il est indispensable de redresser la barre. Voilà. Ok, bon, je le savais déjà. De toute façon. J'imagine, parce que la manière dont vous avez répondu avec une sorte de fatalité, absolument pas. Vous n'étiez absolument pas désespéré de répondre oui. Elle peut redresser la barre, non ? Faut-il qu'elle en ait envie ? Est-ce que vous avez envie de redresser la barre, ma chère Maëlys ? Oui, on va prendre rendez-vous chez un thérapeute. C'est une thérapie de couple. Ah bah voilà. Oui. En tout cas, ça n'a pas l'air de vous déprimer. Non, mais parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc... Oui, bien sûr. J'ai l'impression que c'est malheureusement un peu la fin de l'histoire. Oui, mais c'est possible. De toute façon, quand on vit longtemps ensemble, on peut chacun aller vers un chemin différent. Et puis à un moment donné, nos chemins s'éloignent. Et puis on finit par plus être tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est clair. Maintenant, reste à voir. Bon, l'important, c'est de rester quand même bons amis.
peut-être qu'en effet, c'est peut-être bien d'envisager éventuellement une séparation. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir si vous avez envie quand même d'essayer de redresser la barre ou pas, quoi. Posez-vous déjà vous toute seule la question. Et puis, si vous avez envie de redresser la barre, en effet, allez voir quelqu'un et voyez qu'est-ce qui va plus et qu'est-ce qui peut renaître, hein, parce que c'est vrai que on peut toujours repartir sur d'autres bases. Hein. Oui, j'espère que ce sera possible. Et puis là, pour l'instant, c'est plus colocataire que couple. C'est un peu ça. Mais Brigitte, les courbes peuvent s'éloigner et se rejoindre. Les courbes peuvent être sinusoïdales, non ? Faut être positif quand même, non ? Je sais pas, parce que je pense que vouloir sauver les couples à tout prix, c'est pas forcément c'est passéiste, ça. Ah bon ? Parce que finalement, je ne sais pas ce qu'il en est, Maëlys, puisque là on a fait le test, je vous ai pas spécialement questionné sur votre couple, mais si ça se trouve, vous prenez la décision de vous séparer. Bon, c'est un moment difficile, hein, une séparation, c'est toujours un deuil, hein, c'est jamais quelque chose de facile. Mais peut-être que l'un et l'autre, du coup, vous allez re-rencontrer quelqu'un d'autre avec qui vous allez être à nouveau amoureuse et pourquoi pas. Parce que parfois, quand on reste en couple, on se ferme aussi à une éventuelle nouvelle rencontre. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de rester absolument en couple si, en effet, là, on voit bien que c'est quand même plus ce qu'on pourrait appeler un couple. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes colocataire. C'est ça, exactement, oui. Non, je pense que c'est effectivement se fermer la porte peut-être à d'autres personnes qui... Et peut-être que même lui, il gagnera à retrouver sa liberté. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut le faire, j'en sais rien. Hein. C'est vous qui avez la réponse. Mais... Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Lui ? Oui. Oh non, il parle pas, c'est un homme. Hein. Il subit. Parce que les hommes ne parlent pas. C'est nouveau. Non, mais on est, on le voit, on se connaît depuis très longtemps, donc on sent bien que c'est la fin. C'est juste à celui qui prendra la décision, qui aura le courage de prendre la décision, en fait. Et c'est plus ça. Mais je le prends comme ça parce qu'effectivement, vaut mieux se séparer en bons termes encore, et puis peut-être rester amis que de se séparer, d'attendre qu'il y en ait un qui trompe l'autre, etc. Oui, mais s'il a du mal à parler, ça va être compliqué de se séparer en bons termes. Hein. Ça, je pense ce serait pas mal, en effet, de peut-être déjà de prendre. Enfin bon, on est en fin d'émission. Si un jour vous avez envie d'en parler, de toute façon, Maëlys, on pourra évidemment vous prendre à l'antenne quand vous voulez. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Ce test, vous pouvez aller le faire, mais ne le faites peut-être pas en couple. Je suis pour la paix des ménages. En tout cas, merci Bruno Deval. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Le Périnée féminin. On en a parlé un petit peu durant ces 2 heures. C'est aux éditions du Rocher. Vous expliquez d'abord ce que c'est que le périnée et tout ce qu'on peut faire pour l'entretenir. Et puis ensuite, vous passez aussi en revue tous les périnées douloureux, les périnées en danger. On n'a pas parlé aussi de l'excision. On aurait pu en parler. C'est aussi quelque chose contre lequel il faut lutter parce que ça existe encore malheureusement en France. Merci beaucoup, Bruno Deval. Merci à vous. Je peux dire un mot ? Oui, allez-y, je vous en prie. Je voudrais vous remercier. Mais je vous en prie. C'était un plaisir de participer à cette émission. C'est un rêve de gosse que de faire de la radio, et de faire de la radio avec vous, c'est un véritable bonheur. Donc, merci beaucoup, Brigitte. Je vous en prie, vous reviendrez. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Hélène Vécali. On parlera des pervers narcissiques et on vous aidera à les reconnaître surtout.